Alors, on va partir de plusieurs constats. De 1, la plupart des dépressifs ont eu une enfance de merde. De 2, le meilleur moyen d'éviter des problèmes psy à des gens, c'est d'avoir une bonne éducation des parents. Et de 3, en France, quand t'as un enfant, on t'explique pas tout ce qu'il faut pour éviter les emmerdes avec ton gosse. Donc on va pallier à ce manque ici. Bon, première chose à savoir, l'être humain est compliqué. Et donc tous les êtres humains sont différents. Donc je vais être dans l'incapacité totale de te dire exactement ce qu'il faut faire, quand il faut faire et comment il faut le faire. Ici, c'est pas Femme Actuelle ou Biba. Je vais pas te donner un conseil à la con qui soi-disant marcherait à 100%. Parce qu'il y a tellement de facteurs dans l'envie que du coup l'important c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, de s'adapter, de tester et de trouver la solution qui te va le mieux. Le but d'aujourd'hui, du coup, ça va être de présenter les facteurs qui vont jouer dans le développement affectif de ton gamin et de voir ce qu'on peut y faire. Soit ce qu'on peut y faire parce qu'un problème est déjà là et que tu aimerais le régler, soit ce que tu peux y faire en amont pour éviter que les problèmes arrivent. Et pour ça, on va séparer les facteurs en deux parties. D'abord, on va parler des facteurs qui sont liés à ton gosse et qui le concernent lui, et ensuite aux facteurs qui sont liés à son environnement. On va parler d'une dizaine de facteurs, je vais te les décrire d'abord de manière séparée, et après on verra comment c'est compliqué dans la réalité parce que tous les facteurs ils interagissent entre eux dans tous les sens. Et oui, c'est le bordel comprendre quelqu'un. Et en avant-propos, je tiens à dire que dans cette vidéo, il n'y aura pas vraiment de fil directeur. Donc, on va se taper une dizaine de sujets différents à la file. Et ça risque d'être assez imbitable. Du coup, si tu veux arrêter et reprendre la vidéo facilement, je t'ai créé un sommaire dans la description en bas. Avec aussi la bibliographie qui te permettra d'aller plus loin. Parce que vu qu'on va parler de plein de sujets différents, je vais surtout effleurer la surface. Je ne sais pas si ça existe comme expression. Petit avant-dernier propos quand même, aujourd'hui on va pas parler de développement intellectuel, donc pas question de parler d'un enfant s'il va avoir des bonnes notes ou pas, ou de à quelle rapidité il va évoluer intellectuellement. Ici on va essayer de voir ce qui peut poser des problèmes que l'enfant ait 2 sur 20 ou 18 sur 20. Par contre du coup je te laisse des références qui te permettront de voir comment ça se développe intellectuellement et comment un enfant apprend. Mais dans les grandes lignes en fait il faut s'en occuper, lui parler, développer son vocabulaire, lui apprendre le son des lettres, et s'il y a un problème d'apprentissage, tu vas avoir un pro qui détecte ce qui se passe mal. Donc on va commencer par un facteur déjà très important à comprendre, d'autant plus que tu n'y pourras jamais rien, c'est le tempérament. Le tempérament, c'est la base génétique de ta personnalité. En fait, le tempérament, c'est un catalogue de ce qu'on appelle des patterns comportementaux. Pour faire simple, c'est un stock de réactions à différents stimuli. T'as des gamins qui vont répondre plus par l'énervement, au manque de sommeil, d'autres qui vont taper plus facilement, certains plus curieux, bref, à la base, tout le monde est différent. Alors, tu as beaucoup d'auteurs qui ont tenté de classer les tempéraments selon plusieurs caractéristiques. Je tiens à signaler qu'il n'y a pas de classification des tempéraments parfaite. Donc, je vais pas te faire une liste des théories du tempérament, cela mériterait une vidéo entière. Il n'y a pas compte des caractéristiques que l'on retrouve fréquemment dans ces classifications. Tu as l'ouverture, par exemple, qui est une classification classique. Tu as des enfants qui vont facilement s'exprimer, aller voir les autres, et tu as ceux qui bloquent dès qu'on les regarde. On note que dès le départ, alors les chances de développer tel ou tel trouble varient. Ceux-ci ont plus de chances d'avoir des troubles externes, comme des crises de colère, de la dépendance, alors que de l'autre côté, ce sont des troubles plutôt internes, comme une faible estime de soi et de la phobie sociale qui risquent de surgir. Une autre variable que l'on retrouve souvent, c'est le niveau d'activité, avec des gosses hyper foufous qui sautent partout, et d'autres plutôt dans l'observation que dans l'action. L'idée générale à comprendre, c'est tu ne fais pas ce que tu veux d'un gamin, car dès sa naissance, il y a déjà une partie de sa personnalité formée. Tu auras beau expliquer à ton gamin que quand on le tape à la crèche, il doit taper, si ça se trouve, il le fera jamais, parce que c'est pas lui. Ça ne veut pas dire qu'il sera comme ça toute sa vie. Il peut très bien apprendre à répondre comme un timide peut apprendre à faire des spectacles adultes. Donc, faut pas voir cette variable comme une fatalité auquel on n'y peut rien, mais plus la personne sera jeune, plus le tempérament aura de la place dans la compréhension de ses réactions. Et des fois, il vaudra mieux trouver une solution adaptée à son tempérament plutôt que de proposer l'inverse. Ce serait comme te demander de sortir nu avec une plume dans le cul alors que t'es pudique. Tu le ferais pas, alors le demande pas à ton gamin. Demande-toi qui il est et tu pourras t'adapter en fonction de ses tendances ou travailler un côté de son tempérament afin de l'amener au comportement inverse au fil des années, en travaillant par exemple son impulsivité ou en l'amenant à gérer sa peur des autres progressivement.
Deuxième facteur important dans le développement des gamins, c'est les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, ce sont les fonctions qui jouent le rôle de chef d'orchestre dans ton cerveau. Celles qui te permettent de t'organiser, de planifier, de retenir les choses dans ta tête à court terme, de faire des opérations mentales. Ce sont les fonctions touchées chez les gens qui ont un problème d'attention par exemple. Tu as la vidéo sur le TDAH si tu veux voir ce que cela donne à un enfant dont les fonctions exécutives sont touchées. Deux choses très importantes sont liées à ces fonctions. Premièrement, c'est d'elles que dépend l'inhibition, la capacité à te contrôler. Il y a donc tout intérêt à ce que ton gamin arrive à contrôler quand il doit se lâcher ou moduler son comportement afin de s'adapter comme il le souhaite. Parce que dans la vie, il y a très bien des moments où tu sais que tu aurais dû te taire ou ne pas réagir impulsivement. On a même remarqué que des gamins qui arrivent à résister à un plaisir immédiat avaient moins de problèmes psy par la suite. Il y a donc intérêt à faire attention au développement de l'inhibition si ton gamin est impulsif, soit par des jeux, soit par un entraînement à la gestion de la frustration, car apprendre à contrôler sa frustration limite les problèmes psy. Deuxième point à prendre en compte dans ces fonctions, c'est la maturation du cerveau de ton enfant. Les fonctions exécutives, c'est pas les fonctions les plus rapides à se mettre en place dans le cerveau du gamin. Donc si ton gosse de 3 ans, tu lui dis d'aller chercher sa brosse à dents et qu'il s'arrête devant tout ce qui se passe, c'est normal. Donc il va falloir être patient et accepter le fait que c'est l'adulte qui va devoir jouer le rôle du chef d'orchestre du cerveau du gamin en le cadrant parce que lui ne peut pas s'organiser par lui-même. Par exemple en apprenant comment faire son cartable, à le réguler quand il ne fait pas attention à ce qu'il fait. Bref, afin d'éviter de lui gueuler dessus parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut, il faut penser à prendre en compte qu'il n'a peut-être pas la maturité exécutive de le faire seul. Et que si tu veux qu'il s'habille seul pour être autonome rapidement, dans les premiers temps, lui mettre une petite fiche pour l'aider à s'organiser, ça marchera mieux que de lui crier dessus. Car on apprend rarement bien à faire quelque chose quand quelqu'un nous gueule qu'on ne sait pas le faire. Donc dans ton cerveau, tu as des fonctions dont personne ne parle jamais mais qui sont super utiles pour savoir ce que tu dois faire au bon moment et te contrôler. Les faire fonctionner correctement baisse les probabilités de problèmes dans ta vie. Et un gamin a besoin de les bosser avec un adulte pour pouvoir les utiliser correctement. C'est à prendre en compte si tu trouves que ton gamin manque d'autonomie, n'arrive pas à se débrouiller seul ou est trop impulsif. Troisième point, c'est le profil neuro de ton gamin. Il arrive que des gens aient un cerveau différent. Le problème est que le système sociétal, construit sur le fonctionnement cérébral de la plupart des gens, ne correspond pas au fonctionnement de certains gamins. Parmi ces cerveaux différents, on note les TDAH, au fonctionnement exécutif différent. On a les autistes plus programmés pour le perceptif que pour le social. On a des gens avec retard intellectuel, et ceux avec une avance intellectuelle. Et on a les dys comme la dyscalculie, la dyslexie, la dyspraxie, des particularités qui touchent des compétences très importantes dans la scolarité des enfants. Ces particularités sont pas gênantes en elles-mêmes, mais non d'identifier, les catastrophes peuvent s'enchaîner. Le gamin, par exemple, va se trouver en difficulté à l'école ou sentir sa différence. Mais comme il n'y a aucun mot posé sur ce qu'il vit, c'est la porte ouverte à la destruction de son estime de lui, parce qu'il va le supposer que le problème vient de lui, ou la porte ouverte à des troubles du comportement, parce que quand tu fais des efforts dans un domaine, mais que tes efforts servent à rien, t'abandonnes et tu fous la merde. Il faut savoir que ces particularités de neurones ne se règlent pas d'elles-mêmes et en plus durent toute la vie, parce que ce sont des cerveaux différents, et qu'un travail avec psy, orthophoniste ou psychomotricien sont nécessaires. Le meilleur moyen de prévenir les dégâts, c'est d'identifier le problème au plus vite. Et comme je suis très mignon, je te donne ce lien avec plein de documents qui te permettront de dépister au mieux ces particularités. Maintenant, te contente pas des documents. Si tu as des doutes ou qu'un gamin colle au dépistage, tu t'adresses à un pro pour établir un diagnostic. Et au niveau des profils neuro, évidemment, tu as aussi la maturation intellectuelle. Si tu veux lui faire comprendre la philosophie avant 10 ans, c'est pas la peine, il peut pas élaborer encore sur des concepts abstraits. Donc si tu veux faire de la philosophie, il faut la baser sur des faits concrets qu'il connaît. Le quatrième point important, c'est la cognition sociale. La cognition sociale, ça désigne toutes les opérations que va faire ton cerveau pour traiter ce qui est social. On y retrouve des compétences comme la théorie de l'esprit, qui te permet de deviner ce qui se passe dans la tête des gens, comme des opérations plus intellectuelles, comme celle de résolution des problèmes. La cognition sociale, elle va servir donc à deux choses pour éviter les problèmes de ton gamin. Le premier, c'est la capacité à comprendre les situations sociales va permettre à l'enfant de pouvoir sélectionner, de s'adapter de la manière qu'il préfère. Si par exemple tu ne veux pas embêter les gens, mais que tu n'as pas intégré qu'il y a une certaine distance qu'il faut avoir entre les gens pour ne pas les mettre mal à l'aise, c'est mal barré pour bien t'intégrer. Deuxième intérêt, c'est que face à des problèmes, c'est bien d'avoir un ensemble de solutions que l'on peut mettre en œuvre.
Et l'enfant qui arrive au monde, il ne connaîtra pas toutes les solutions. Par exemple, il ne peut pas comprendre directement que quand on se fait taper dessus, c'est une bonne stratégie de prévenir les autorités. Il faut lui dire. Tu peux donc stimuler la cognition sociale des enfants de plusieurs manières, comme par exemple en expliquant ce qui se passe dans des situations sociales, pourquoi une personne fait telle ou telle chose, ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, ou alors en réfléchissant à comment une personne pourrait se comporter. Et l'idée à trouver d'autres stratégies. Évidemment, reste en nuance parce que des fois, dans une même situation, une personne peut être en colère et l'autre triste. Donc, apprendre la nuance des situations sociales à ton gamin, ça peut aider. L'important, c'est de savoir que empêcher ton gamin d'avoir un comportement peut être très compliqué. Parce que quand tu lui dis d'arrêter de taper son frère, dans sa tête, il voit pas forcément ce qu'il pourrait faire d'autre à la place. Tu peux donc prendre l'habitude de ne pas simplement interdire les choses, mais proposer autre chose à la place pour faciliter l'apprentissage. Et ça marche pareil quand tu parles avec un adulte. La gestion émotionnelle de ton gamin, évidemment, aussi est importante. C'est la façon dont il va arriver à se tempérer et se calmer. Mais là, je vais passer dessus parce que quand il est jeune l'enfant, c'est surtout la façon dont les adultes vont faire tampon qui va influencer ses émotions. Et qu'en plus, il y a déjà 2 vidéos dessus. Et on va finir par la santé de l'enfant. Alors, là, on comprend que quand un gamin a une maladie contraignante, comme le diabète ou une maladie orpheline, les contraintes vont fortement augmenter les chances qu'il y ait un souci. Mais je vais préférer parler des affections qui ont un impact direct sur le psychisme. Par exemple, tu as plusieurs problèmes qui ont un impact sur le fonctionnement exécutif, comme un déficit de thyroïde, une anémie, de la neurofibromatose peuvent bien flinguer le chef d'orchestre du gamin. On a aussi des complications à la naissance comme un manque d'oxygène qui peuvent avoir des répercussions neurologiques pas forcément évidentes à détecter au départ, car elles touchent des fonctions dont personne ne parle. Et le facteur number 1 qui va influencer ton gamin, c'est la fatigue. À partir du moment où un gamin manque de sommeil, c'est la porte ouverte aux problèmes exécutifs ou à une gestion émotionnelle complètement pourrave. Sachant que pour les tout petits, des fois, la seule façon de les calmer quand ils piquent des crises en boucle dans la journée, c'est d'aller faire un bon dodo. Et enfin, tu as aussi tout simplement les problèmes psy, dans toutes les maladies dont j'ai déjà parlé, que tout le monde peut rencontrer, qui sont vraiment difficiles à gérer. Quels que soient les soucis de santé en tout cas, ça sera difficile de les gérer sans aller voir un spécialiste, médecin ou psychologue. En conclusion de tous ces facteurs qui sont internes à l'enfant, un être humain, c'est compliqué. Il est déjà composé d'un corps, de gènes, d'un cerveau avec plein de parties différentes et des 1000 milliards de connexions qui font que réfléchir globalement est nécessaire si tu veux analyser un problème. Ça, c'était pour les facteurs internes au gamin. Il y a pas mal de choses, mais maintenant on va voir ceux à prendre en compte concernant l'environnement du gamin. Le premier et le plus important, c'est l'attachement. L'attachement, c'est un système de base qui permet ta survie. Pour simplifier, il est composé de 2 parties. Une qui va te faire t'accrocher à des gens et une autre qui va te permettre de t'en dégager et vivre sans eux. Ce qui est important, c'est que la façon dont ce système se développe chez les enfants va fortement influencer leur personnalité et les chances d'apparition de troubles du comportement. Sachant que si l'on ne prend pas soin des besoins du gamin correctement, c'est la porte ouverte à l'insécurité affective. Je te laisse par exemple la vidéo du gamin à qui on n'accorde pas de réaction pendant 2 minutes, il commence à se sentir pas très bien. Et si on ne prend pas compte aussi ses besoins d'autonomie ou de sociabilisation, ça fout la merde aussi. Par exemple, si tu surprotèges ton enfant en faisant les choses à sa place ou en le laissant pas libre, tu détruis aussi son estime de lui, car il va bien se rendre compte qu'il ne peut rien faire seul, ou si tu le laisses dans une situation ingérable pour lui ou une situation encore trop dure pour lui, tu niques aussi son estime de lui parce qu'il arrive à rien. La difficulté pour les parents, c'est de savoir quand on doit aider son gamin ou le lâcher en liberté. Un truc dont j'ai pas parlé encore, mais qui a source dans ce système d'attachement, c'est l'opposition. Par exemple, si tu prends pas soin de ton gamin, tu augmentes les chances d'opposition. Si un gamin a besoin d'attention, mais que ses parents s'occupent pas excessivement bien de lui, il va trouver tous les moyens pour avoir de l'attention, quitte à faire plein de conneries, ou tenir tête, car au moins quand tu l'engueules, il a de l'attention. Une autre source d'opposition, c'est la recherche d'autonomie. En gros, l'opposition, c'est aussi une façon que le gamin peut avoir de te dire « fous-moi la paix, je veux grandir comme je veux ». Sachant que les gamins ont tous un tempérament différent, tu en auras avec un système d'autonomie trop peu développé et tu vas devoir les pousser à explorer le monde et surmonter leurs angoisses, et d'autres qui vont vouloir faire ce qu'ils veulent comme ils veulent en faisant tout péter et qu'il faudra trouver un autre moyen de cadrer que l'autoritarisme, comme on va le voir dans la prochaine partie. En tout cas, si tu veux plus de détails sur l'attachement, tu as déjà 40 minutes de vidéo dessus pour tout comprendre. Tu les trouveras
ici en haut. Une autre chose qui va forcément influencer ton gamin, ce sont les modèles éducatifs que tu vas adopter. Alors, je peux clairement pas te dire lequel est le meilleur, tout simplement parce que tous les gamins sont différents et qu'un style peut très bien convenir à un gamin et pas du tout à son frère. Donc cela demande surtout une flexibilité de la part des proches et une capacité à analyser si le style éducatif a les effets escomptés. Donc on va faire un petit schéma très simple pour analyser ton style. Premièrement, il faut déterminer ce que tu souhaites transmettre à tes gamins, ensuite les méthodes que tu vas utiliser et ensuite voir le résultat. Sachant que le résultat ne sera jamais parfaitement ce que tu attends, car tu n'as pas un robot en face de toi, mais un humain qui dès la naissance ne dépend pas que de toi. Premièrement, pour une consistance éducative correcte, c'est bien de se demander pourquoi tu mets en place telle ou telle règle ou méthode. Tu veux qu'il range sa chambre, mais pourquoi ? Pour qu'il apprenne à s'organiser, pour qu'il respecte les autres qui trouvent ça immonde, pour qu'il apprenne l'ordre, pour qu'il apprenne à vivre avec les autres et toi qui dois passer la spie. L'important, c'est de se demander ce que tu veux que le gamin apprenne de ce que tu lui donnes. Et des fois, on met des règles, et quand on se questionne sur la règle qu'on est en train de mettre, eh bien on voit qu'on n'a aucune raison valable de mettre en place telle ou telle règle. Je dis pas que ça sert à rien de ranger sa chambre, faut juste que tu sois clair sur le fait que si tu prends le risque de clasher avec ton gosse, autant que cela soit justifié et pour une raison valable et une valeur valable. D'autant plus que c'est aussi le meilleur moyen, le fait de ne pas discuter du fond, pour que les deux parents ne soient pas d'accord sur ce qu'ils veulent. Ensuite, sur les méthodes, il y en a 46 000, donc on va pas détailler. Premier point à retenir, toute méthode permettant d'amener ton gosse à ce que tu penses être bien pour lui part des principes de base que j'ai déjà exposés ici. Je te laisse 5 secondes pour cliquer si tu veux. Deuxième point, l'idée pour pas que ça parte en vrille, c'est la mesure et la nuance. Prenons les deux types d'éducation caricaturale, le laxisme et l'autoritarisme. Les deux dans leur extrême courent à la catastrophe. D'un côté, si tu es autoritariste en n'utilisant que des punitions comme méthode éducative, tu flingues déjà l'autonomie de ton gosse. Ensuite, si ton gamin a un tempérament opposant, il va lui aussi tenter de péter ton système et ça va être l'escalade entre vous. Et comme un être humain, en plus, ne peut recevoir un stock de retours négatifs de manière infinie, il finit par s'habituer à tes punitions et il n'en a plus rien à foutre. Donc pour pallier à tout ça, il va falloir mettre de l'eau dans le vin et voir qu'il y a d'autres moyens que le retour négatif pour éduquer quelqu'un. D'un autre côté, tu peux laisser faire ce qu'il veut à ton gamin, comme j'ai vu dans certains reportages où saloper toute la table à manger était normal pour les parents, et dans ce cas, tu risques soit de créer un bon narcissique, soit au contraire de lui détruire son estime de lui-même, car quand il va affronter la vie, il verra que c'est pas aussi simple qu'à la maison. Tu peux aussi comme ça l'empêcher d'apprendre à gérer ses émotions en accédant trop rapidement à toutes ses demandes et ne pas entraîner en plus son système exécutif du coup. Donc va falloir aussi mettre du vin dans l'eau et arriver à lui faire comprendre qu'il y a quand même des cadres à respecter, sinon on finit mal. Et pour le résultat, étant donné qu'on ne pourra jamais avoir 100% du temps de réussite et que des fois on se foire, l'important c'est de faire des bilans des fois pour voir si la méthode marche et réajuster si ça ne marche pas. Autre facteur à prendre en compte, c'est aussi ta propre personnalité. Bon, c'est quoi la personnalité? Je ne l'ai pas expliqué pour les gamins parce qu'avant quelques années, elle n'est pas formée. La personnalité, c'est un mélange du tempérament qui est génétique et de ton caractère, c'est ce qui reste de ton histoire de vie. La personnalité, ce sont les filtres qu'un événement donné va avoir une réponse, une saveur différente pour toi. On a tous une réaction différente aux mêmes événements. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité à la base. Tout dépend surtout de ta capacité à la moduler et à la rendre moins rigide. Être radin, par exemple, c'est pas mal quand t'es à découvert. Quand t'as 5 000 € sur ton compte, par contre, ça pue. Être parano, c'est bien quand t'es en guerre au Vietnam ou quand tu reçois un mail bizarre sur Internet. Par contre, l'être tout le temps, même avec tes potes, ça pue. Donc ta personnalité, elle va fortement influencer tes gosses, car le simple fait qu'une chose t'énerve ou pas, va influencer la façon dont ils vont voir le monde. Un conseil pour la plupart des parents, c'est de comprendre qu'il va falloir nuancer sa vision du monde afin de ne pas filer à ses enfants une vision du monde trop déformée et donc une personnalité potentiellement trop rigide. Ce qui suppose d'avoir un retour sur soi que l'on peut avoir du mal à avoir. En tout cas, si tu as un problème de gestion de tes émotions ou que tes proches trouvent que tu as une vision du monde assez particulière, n'hésite pas à aller voir un psy pour t'assurer que cela n'aura pas d'influence sur les problèmes de ton gosse. Et je ne vais pas créer le facteur gestion des émotions des proches, bien qu'il existe, car ils sont intimement liés à la personnalité. Juste un point où je réinsiste dessus concernant ta gestion des émotions, c'est que le gamin va prendre exemple sur toi
pour sa propre gestion des émotions. Donc le meilleur moyen de lui apprendre, c'est de montrer l'exemple. Maintenant, on va voir que c'est pas suffisant et qu'il y a d'autres choses à prendre en compte quand ton gamin est pris par les émotions. On va donc créer une partie spéciale pour la gestion des émotions de tes enfants et comment tu accueilles leurs émotions. Le premier point très important, c'est la notion de validation. La validation, c'est l'idée qu'une personne qui exprime ses émotions va trouver un retour chez la personne à qui elle confie son émotion. C'est un phénomène hyper important dans la gestion des émotions d'autrui. Imagine, t'as hyper peur ou t'es très en colère. Quelqu'un te dit « mais non, c'est pas grave, allez, calme-toi ». Comment tu réagis ? Eh bien, si t'as déjà vécu ça, tu dois bien voir qu'en fait, ça va faire péter ton émotion encore plus fort. Donc quand quelqu'un est pris par les émotions et que t'essaies de le ramener sur terre directement en lui montrant qu'il exagère ou qu'il a pas à s'énerver, eh bien t'empires la situation. L'être humain déteste en fait qu'on lui nie ses émotions. Et si une personne s'énerve exagérément, tu gagneras tout à attendre que l'émotion passe, ou tu peux bien évidemment essayer juste de comprendre ce qu'elle est en train de te dire en lui posant des questions. C'est important pour les enfants, car cela leur apprend à gérer leurs émotions et à savoir qu'ils peuvent trouver dans l'adulte quelqu'un qui peut faire tampon tant que lui-même n'arrive pas encore à gérer ses émotions. Le deuxième point important dans la gestion des émotions de l'enfant, c'est de faire la différence entre un enfant qui est dépassé par ses émotions et pète une crise, car un de ses besoins par exemple n'est pas pris en compte, et un enfant qui lâche les vannes sciemment et pourrait contrôler sa crise, ce qui arrive fréquemment chez les opposants qui créent des crises rien que pour te faire chier. Comme j'en ai parlé en détail dans une vidéo, je te laisse le lien de cette vidéo si ça t'intéresse. Et enfin, on a quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout, ce sont les événements de vie extérieurs, comme un décès, du harcèlement, qui peuvent avoir une influence sur tous les autres facteurs précédents. Bon. Conclusion de cette partie sur les facteurs externes. Pour limiter les problèmes avec ton gosse, il y a 4 choses à retenir. Premièrement, il faut écouter ses besoins. Un enfant dont les besoins ne sont pas pris en compte va réagir fortement quelle que soit l'émotion. Soit ça va tout exploser avec des crises de colère, soit il va tout imploser comme dans la dépression, tu verras rien mais il va se défoncer lui-même. Prendre en compte ses besoins, c'est le meilleur moyen d'éviter les crises et le sécuriser sur le monde et donc éviter les problèmes psy par la suite. Deuxième point, il faut gérer son autonomie. Ton gamin il va devenir adulte, donc pour le sécuriser à fond, il faut lui apprendre à vivre en tant qu'adulte correctement. Troisième point, t'apprends la nuance. Ce qui pourrit la vie des gens, c'est pas un événement en soi ou un trait de personnalité en soi. C'est la rigidité mentale qui pourrit la vie et qui joue dans beaucoup de problèmes psy. Et même les meilleures intentions au monde ne suffisent pas sans nuance. Tu veux par exemple que ton gamin soit prévenant avec les autres. Problème, il est devenu infirmier, a fait passer les autres avant lui et a fini en burn-out. Tu veux qu'il soit libre et autonome et décide de sa vie en fonction de lui-même. Problème, il finit dépressif car il s'adapte à aucun boulot au petit ami en ne prenant jamais en compte les autres. Dans la vie, des fois faut être altruiste, des fois égoïste, des fois lâcher prise, des fois insister, des fois se taire, des fois l'ouvrir. Rien n'est parfait, rien n'est pourri, apprends la nuance. Et 4, faut s'adapter, vérifie toujours que ce que tu mets en place marche. Vérifie que ce que tu veux transmettre, tes méthodes et les résultats soient bien alignés. Fais le point de temps en temps et réajuste si besoin. Maintenant que l'on a vu tous les facteurs, on va voir comment des situations peuvent empirer progressivement et amener à des problèmes. Premier exemple. T'as une petite fille qui fait cododo avec ses parents jusqu'à l'âge de 4 ans. Ce qui n'est pas gênant en soi, tant qu'on fait gaffe au système d'autonomie de l'enfant. Le problème est que les parents décident spontanément qu'elle dormirait d'un coup dans sa chambre. Comme son système d'autonomie n'est pas encore prêt, elle angoisse trop dans son lit et ne dort pas bien. Comme elle a un tempérament plutôt réservé, elle ne le dit pas spontanément, ce qui fait qu'elle dort mal depuis des mois. Qui dit manque de sommeil dit fatigue, problème exécutif plus problème de gestion des émotions, et du coup elle commence à se taper ses copains à l'école et à piquer des crises à la maison. Voilà, c'est le départ des emmerdes. À ce niveau-là, le problème peut se régler facilement. Après analyse, on peut voir qu'on peut très bien faciliter l'endormissement avec une plus grande proximité aux parents, un doudou ou n'importe quoi qui peut la rassurer. On peut aussi lui apprendre à signifier quand elle a un problème et lui apprendre à parler de ses émotions. Ou alors on aurait pu lui apprendre à surmonter ses angoisses pour obtenir de l'autonomie plus facilement. Parce que si on le fait pas, voilà comment ça peut dégénérer et finir en catastrophe. Donc, elle pique des crises à la maison et à l'école. Les adultes ne comprenant pas la situation et ayant été éduqués à la punition, adoptent un style éducatif punitif pour lui apprendre à ne pas crier. Sauf que comme elle n'a pas contrôle sur ses crises, à cause de la fatigue et de la situation trop difficile pour son âge, les punitions augmentent son insécurité. Elle dort encore moins,
Sa situation empire, elle pique encore plus de crises, du coup elle a de plus en plus de difficultés sociales, scolaires et familiales, elle détruit son estime d'elle-même de plus en plus, et de plus en plus elle est insécure, manquerait plus qu'elle vide son stock de remarques négatives de la part du monde pour péter un câble et devenir opposante. Ce qui se tient logiquement, quand on t'en fout plein la gueule pour quelque chose où tu n'es pas responsable, c'est pas plus mal de se rebeller. Le problème, c'est qu'elle finit par ne pas savoir gérer ses émotions, être agressive, avoir des problèmes affectifs. Alors évidemment, je te parle d'une situation qui part en vrille, et il y a plein de familles qui vont en trouver les solutions avant que ça parte autant en vrille. Mais ce qui est important à voir dans cette situation, c'est que s'il y a autant de facteurs qui peuvent mener au problème, cela veut dire qu'il y a autant de facteurs qui peuvent arriver à limiter le problème dans la vie. Et qu'en réfléchissant un peu, tu peux arriver à trouver des idées. Si tu es dépassé et si tu veux régler le problème rapidement, par contre, t'empêche pas d'aller voir un professionnel. Vaut mieux aller voir quelqu'un 1 ou 2 fois et que ça règle le problème vite fait, plutôt que d'attendre 2 ou 3 ans et que ça pète. Sachant que ce qu'on sait, c'est que plus tu prends les problèmes tôt, plus ça se règle facilement. Et ça, que ça soit au niveau affectif comme intellectuel. On peut prendre un autre exemple. Un enfant, il a manqué d'oxygène à la naissance, ce qui provoque un problème exécutif créant des difficultés à l'école. Le trouble est léger, donc il passe inaperçu longtemps. Par contre, l'enfant il grandit en sentant une différence et en voyant que les efforts qu'il fait dans la vie n'ont pas forcément de bons retours. Du coup, il commence à stresser facilement, a une faible estime de lui. Ça, c'est une situation classique chez tous les gens qui ont des troubles des apprentissages. Et là où je veux te faire comprendre à quel point c'est complexe, c'est qu'à partir de là, tout le monde peut se construire différemment. La personne ici, par exemple, elle pourrait très bien du coup avoir peur de faire des choses et perdre en autonomie. Ou du coup, elle pourrait se replier sur elle-même et ne pas apprendre à vivre avec les autres. Ou alors elle aura des parents pour qui la réussite est importante et du coup, elle va se sentir insécure avec eux parce qu'ils vont lui gueuler dessus pour des choses où elle n'a pas vraiment le contrôle. Donc les situations sont quasiment tout le temps uniques. Et tu peux pas compter sur un magazine à la con pour te dire exactement ce que tu dois faire. Déjà, pour régler un problème, il faut le comprendre. Pour les solutions, par contre, de manière générale, on a remarqué qu'apprendre aux parents à gérer ça avait plus d'effet sur le long terme que de laisser le gosse seul chez le psy. Alors autant en profiter pour essayer de comprendre la situation tous ensemble. D'où le fait que plus tes enfants sont jeunes, plus il y a de chances que le psy passe du temps avec toi qu'avec tes gamins. C'est normal, plus tu comprends la situation, plus tu pourras arriver à la gérer. Et ça, dans 2 ans, comme dans 15 ans. Bon ben voilà, maintenant tu sais tout. Donc tu peux t'amuser aussi à prendre ton gamin, essayer de trouver ses points faibles, ses points forts et voir ce que tu vas améliorer et réfléchir à ce que tu veux pour lui. Ou alors si tu travailles avec des gamins dans ton métier, eh ben tu peux prendre le joli petit schéma que j'ai fait et t'essayer de faire des flèches partout pour essayer de comprendre ce qui se passe et ce que tu peux essayer de faire. C'est vraiment très drôle, c'est encore mieux qu'un escape game. Enfin le stress que ça foire en plus. Bon, s'il y a un sujet qui te paraît particulièrement intéressant, tu peux me le proposer en sujet, je le mettrai dans la liste des sujets que je compte traiter. Et en attendant, sinon tu peux aller voir toutes les vidéos que je t'ai présentées dans celle-ci car certains sujets sont déjà abordés de manière assez complète. Bonne journée!